mercredi est le compte-rendu du Conseil des ministres pour vous dans quelques instants dans cette édition. Et l'actualité internationale nous conduira essentiellement au Kenya et en Belgique avec un mot sur les animaux. Bienvenue fidèles téléspectateurs à cette édition. Direction rapidement au palais de Kosiama où s'est tenu ce mercredi le traditionnel conseil des ministres sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Communication orale, nomination, adoption de décrets sont entre autres les éléments du conseil. Le point avec le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danjinou au micro de Moïse Kinda. Je voudrais m'arrêter sur 4 dossiers de fond avec le ministère de la Sécurité où on a adopté un décret portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la brigade spéciale des investigations antiterroristes et de la lutte contre la criminalité organisée. Il s'agit donc de rendre opérationnel un pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre les infractions terroristes. Il y a une loi qui a été prise donc le 19 janvier 2017 qui porte création, organisation et fonctionnement d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Et il est nécessaire donc d'avoir une police judiciaire spécialisée dans ce domaine-là, d'où la prise de ce décret. Nous avons également au titre du ministère de l'économie et des finances finalisé dans notre projet de loi de budget de l'État, exercice 2019, parce que vous savez que la session budgétaire, comme on l'appelle à l'Assemblée, s'ouvre le 26 et que nous avons obligation de déposer ce projet de loi-là le 25 au plus tard. En quelques chiffres, donc, c'est des recettes de 2237,42 milliards de francs CFA et c'est des dépenses de 2503,59 milliards de francs CFA. Par rapport donc à 2018, nous avons une hausse des recettes budgétaires d'à peu près 23%. Et par rapport toujours à 2018, nous avons une hausse des dépenses d'à peu près 9,15%. Le niveau du déficit, lorsqu'on le rapporte au PIB nominal, projeté pour 2019 est de 3%. C'est la norme communautaire à laquelle nous sommes revenus, parce qu'en 2018, le niveau donc déficit projeté est 5% par rapport donc au PIB nominal. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons pris un décret portant création d'un internat en chirurgie dentaire dans les hôpitaux du Burkina Faso. Ce concours d'internat se fera parce qu'ils ont appelé l'épreuve classante nationale. Il s'agira donc de classer du premier donc au dernier et en prenant par ordre donc de mérite ceux qui sont retenus par rapport aux disponibilités donc de ce concours des internats. Il faut savoir que le concours des internats vise surtout à pouvoir avoir des spécialistes. Et vous savez que l'engagement du chef de l'État, c'est d'avoir plus de 800 spécialistes donc, en 5 ans dans les domaines de la santé. Et ça va permettre donc notamment de participer à la transformation des CHR en centres hospitaliers régionaux universitaires, ce qui est la performance que nous recherchons. Et enfin, pour terminer, au niveau du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, nous avons adopté un décret portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules poids lourds à l'intérieur des communes du Burkina Faso. Je voudrais dire que ce décret, c'est un décret qui va donner des cadrages. En fait, il y a ensuite des arrêtés qui doivent être pris par les communes et les gouvernorats afin de les rendre opérationnels. Mais à la demande notamment des communes, notamment celle de Ouagadougou, ce décret était nécessaire pour encadrer un certain nombre d'actes, notamment en visant la réduction de la circulation des poids lourds à l'intérieur de Ouagadougou, trouver des itinéraires, parce que toutes les routes de nos communes ne peuvent pas supporter des poids lourds. Selon la spécificité de la construction, on remarque parfois que certaines routes se dégradent plus facilement que d'autres. Et donc par rapport à cette spécificité-là, il y aura donc des itinéraires qui seront choisis pour les poids lourds. Voilà donc ce que je veux dire en résumé de ce compte rendu-là. Le ministre des Affaires étrangères donc, a fait au Conseil en communication orale le point des différents séjours du chef de l'État en Chine comme au Ghana. Et le président du Faso d'ailleurs est lui-même intervenu sur sa visite du Ghana pour se féliciter de la qualité du travail et des résultats qui sont obtenus, avec notamment un engagement pris par les différents acteurs pour que dans les secteurs où nous travaillons avec le Ghana, notamment la question de l'eau, de l'agriculture, la question frontalière, la question également de l'énergie, il y a une rencontre trimestrielle des ministres pour qu'on puisse mettre en œuvre une coopération plus rapprochée avec le Ghana.
Quel rapport de l'audiovisuel et de la communication dans les stratégies de prévention des risques professionnels en Afrique? C'est sous cette thématique que les portes de la 9e édition du symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels de Ouagadougou SIAPRO se sont ouverts hier mardi. Un reportage a signé Fabienne Sawadoro avec les images de Jonas Tondé. Organisé tous les 3 ans par la Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina, dans le but de sensibiliser et réduire les risques d'accidents au travail, le symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels de Ouagadougou SIAPRO tient depuis ce matin sa 9e édition dans la salle de conférence de Ouagadougou 2000. Quel apport de l'audiovisuel et de la communication dans les stratégies de prévention des risques professionnels en Afrique? C'est autour de ce thème principal que durant 5 jours, les participants venus d'Afrique et d'Europe seront outillés. Ce qui est prévu, c'est que les différents participants échangent autour du thème de ce 9e symposium. Il s'agit notamment de voir quelle peut être la contribution des médias à la prévention des risques professionnels. C'est le thème même de ce symposium que notre capitale Ouagadougou a l'honneur d'abriter tous les 3 ans. Vous savez que Ouagadougou, c'est la capitale du cinéma. Par extension, par extrapolation, on peut dire également que c'est la capitale africaine de l'audiovisuel et des médias en matière de prévention des risques professionnels. Aujourd'hui, vous savez que le domaine des médias est un domaine qui est incontournable comme moyen pour relayer les informations vis-à-vis des citoyens. Et en matière de risques professionnels, sans les médias, il nous est très difficile. Nous avons la cartographie des risques, pour ainsi dire, le répertoire des risques professionnels par métier. Et on prend également des dispositions pour prévenir ces risques professionnels. Mais nous n'avons pas toujours la possibilité de nous adresser directement aux personnes qui sont exposées par ces risques professionnels. Donc il faut passer par les médias pour atteindre ce public-là. Donc la réflexion sur comment justement, quelle peut être la contribution de l'audiovisuel et de la communication en matière de prévention des risques professionnels. Et là, le thème est peut-être classique, mais vous savez également que le domaine de la communication est en pleine évolution, sinon en pleine révolution. Donc il faut tenir compte de cette évolution-là pour adapter nos stratégies de communication à l'évolution de ce contexte communicationnel. Le top départ des travaux a été donné par le Premier ministre Paul Kabatiba. Oui, comme vous savez, ce symposium qui est organisé, c'est un symposium triennal qui permet de réunir les acteurs africains en matière de sécurité sociale. Pendant 3 jours, ils vont dans le cadre des panels, des panels et puis également de séances d'échange, ils vont partager les expériences en matière de sécurité et de santé au travail. Vous savez, la sécurité et la santé au milieu du travail, c'est quelque chose de central, même dans tous les pays africains et au Burkina Faso ici. C'est pourquoi, dans le cadre du plan national de développement économique et social, vous voyez que la question du facteur humain, notamment la question du capital humain, est au cœur du plan national de développement économique et social. C'est cela la préoccupation. Ça veut dire que dans toutes les entreprises, on doit se soucier de la santé des travailleurs. On doit se soucier de la sécurité des travailleurs. Et donc, il est important qu'il y ait une politique nationale qui soit mise en œuvre pour préserver la santé des travailleurs et la sécurité des travailleurs au milieu du travail. Sinon, si ces mesures ne sont pas prises, il y a des risques dans le milieu du travail qui peuvent se traduire par des maladies professionnelles. Si la personne, le travailleur est invalidé, s'il ne peut pas travailler, non seulement c'est une perte pour lui et sa famille, sa santé, mais également c'est une perte pour l'entreprise et c'est une perte pour la nation. Donc il est de l'intérêt de tous, de l'intérêt du travailleur, de l'intérêt de l'entreprise, de l'intérêt de l'État de faire en sorte
que les travailleurs soient donc en bonne santé. Le SIAPRO attend de voir à l'issue de cette session de formation des résultats palpables au niveau des pays ayant expérimenté l'audiovisuel et la communication comme stratégie de prévention. La 4e édition de la compétition musicale des enfants de 7 à 14 ans dénommée Futur Chantre a donné toutes ses couleurs dans la soirée du dimanche 16 septembre 2018. 8 au départ, seulement 4 sont arrivés en finale et la meilleure a été récompensée. Retour sur cette soirée avec Moïse Kinda. Elles étaient 8 au départ à l'étape de la demi-finale du prix Futur Chantre édition 2018, à l'issue de laquelle 4 sont passés pour la finale. Une compétition qui impose chaque candidate à présenter un poème de sensibilisation sur le thème de l'année, oui à la scolarisation des filles et l'interprétation d'un titre de la promotrice Anna Saint-Poré. À l'issue des prestations, Yasmine Doriane Compaoré a été déclarée lauréate du Futur Chantre édition 2018. Elle reçoit une enveloppe, un kit scolaire et un vélo à l'occasion. Oui, je suis contente. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tonton et à tante? Je les remercie. Il m'a aidé, j'ai eu ce que je voulais. D'accord. Ce que tu voulais, c'était quoi? Le vélo et ce qu'on a mis ici là. Qu'est-ce que tu promets à tonton et à tante? Tu promets de bien travailler? Je le promets que je vais bien travailler tous les jours à l'école. Elle reçoit une enveloppe, un kit scolaire et un vélo. À l'occasion, des pasteurs ont prié pour la paix et la stabilité du Burkina Faso et une année scolaire réussie pour les élèves et étudiants. Cet événement qui nous réunit ce soir est à sa 4e édition et est dénommé Futur Chantre. Futur Chantre est un cadre d'expression des jeunes de 7 à 14 ans. C'est une école de formation à louer Dieu par les chants. C'est également un cadre de sensibilisation sur les mots qui minent notre société. Une initiative saluée à sa juste valeur par la représentante du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est une initiative qui est saluée à sa juste valeur parce qu'elle parle, le thème donc c'est oui à la scolarisation des filles. Donc c'est un thème vraiment qui fait partie des préoccupations du MENA. Et c'est ainsi que les premières autorités nous ont délégué de venir apporter notre soutien par notre présence à cette activité culturelle, une activité de sensibilisation sur l'éducation des filles. Donc, nous apprécions cela à sa juste valeur parce que pour l'éducation des filles, pour la scolarisation des filles, chacun de nous doit mettre sa main dans la pâte parce que la tâche est énorme. Futur Chantre édition 2018 a eu l'accompagnement de ESIM et CFPM International. Alors vraiment, je suis très honoré ce soir de parrainer cette activité. Alors comme le thème le dit,
Alors oui, à l'éducation des filles. Étant dans le domaine de l'éducation depuis plusieurs années, alors je me suis senti vraiment intéressé alors au regard évidemment de ce thème très intéressant et aussi de ce que l'artiste Anna Simporé, depuis vraiment son jeune âge, fait pour la jeune fille du Burkina Faso. Donc je me suis dit, ben voilà, il faut évidemment mettre en place tout le dispositif nécessaire pour l'accompagner. Et c'est pour cela que nous avons accepté et parrainé évidemment cette activité. Rendez-vous est pris pour la 5e édition en 2019. L'actualité hors de chez nous, je vous le disais en titre, au Kenya, il existe depuis une quarantaine d'années un orphelinat des éléphants créé par une anglo-kenyane. La mission de ce refuge est de recueillir et de protéger les éléphantaux dont les parents ont été les victimes des braconniers. En Afrique, une cinquantaine d'éléphants sont chassés chaque jour pour leur ivoire ou leur viande. À ce rythme, l'espèce pourrait disparaître en moins de 10 ans. Au Kenya, un programme de sauvetage et de réhabilitation existe depuis 40 ans et sa mission n'a jamais été aussi délicate. Fondée par une anglo-kenyane, l'organisation David Sheldrick recueille des éléphantaux orphelins et s'en occupe au quotidien au cœur du parc national de Nairobi. Ce bébé s'appelle Lugad. Vous voyez, il a une patte blessée. Il boite quand il marche. C'est à cause d'une balle. Des braconniers lui ont tiré dessus. Ils ont tué sa mère en même temps. Une vingtaine d'éléphantaux, comme Lugad, sont actuellement pris en charge par les soigneurs. Les plus petits doivent être nourris au biberon toutes les 3 heures, jour et nuit. Une attention constante qui a un prix, 800 € par mois et par éléphant, principalement financé par les dons et les partenariats, le seul moyen pour espérer réussir la mission de réhabilitation. La nuit, ils ont froid et peuvent rapidement attraper une pneumonie. Maintenant, elle compte sur moi pour la protéger. Grâce à ce programme, 200 éléphants ont ainsi pu réintégrer leur milieu naturel. Nous parlons toujours animaux. Dans cette édition en Belgique, l'apparition d'une peste porcine inquiète les éleveurs de porcs. L'inquiétude monte chez les éleveurs de porcs en Belgique. 5 jours après la confirmation de 2 cas de peste porcine africaine sur des sangliers, 6 pays ont décidé de suspendre leurs importations de viande de porc belge, parmi eux la Chine, la Corée du Sud et le Mexique. Ça signifie un prix du porc qui va diminuer dans les prochaines semaines, ce qui est quand même déjà très conséquent et très négatif pour les exploitations agricoles, parce que souvent les exploitations agricoles ont déjà un prix du porc qui est très volatile. Et donc maintenant, il va encore baisser plus, donc c'est catastrophique. Ce que redoutent par-dessus tout les éleveurs belges et leurs voisins français, c'est une propagation du virus qui n'affecte que les sangliers et les porcs et est sans danger pour l'homme. En Europe de l'Est, de nombreux pays sont touchés et des centaines de milliers de bêtes ont dû être abattues. Pour limiter les risques, un périmètre a été défini autour d'Étal, le lieu où les 2 sangliers ont été retrouvés. La circulation en forêt y est interdite et il est recommandé d'isoler les élevages de la faune sauvage. La France a elle aussi annoncé des mesures de prévention. Autre sujet, le président polonais Andrzej Duda a été reçu à la Maison-Blanche et les échanges ont porté sur la construction d'une base américaine en Pologne. Construire une base américaine en Pologne, pourquoi pas, surtout si c'est la Pologne qui paye. Voici pour résumer ce qui est ressorti de la visite du président polonais Andrzej Duda à la Maison-Blanche ce mardi. Face à ce qu'il considère comme une menace russe, le chef d'État polonais souhaiterait que les États-Unis aient une présence permanente sur son territoire. Thank you very much. Please sit down. I think Russia has acted aggressively. Je pense que la Russie a agi de manière agressive, mais il respecte la force, il respecte la puissance, comme tout le monde. Et nous sommes la plus grande puissance, surtout en ce moment. Je l'ai dit en souriant au président Trump, nous aimerions avoir une base américaine permanente sur notre sol, et nous pourrions même l'appeler Fort Trump. Varsovie pourrait mettre jusqu'à 2 milliards de dollars sur la table pour ce projet qui a tout, en effet, pour faire bondir la Russie.
Autre sujet encore dans cette édition, la vie après l'Aquarius est possible. Suivez cet élément. Ils nous ouvrent leurs portes avec quelques mots d'espagnol. Pourtant, il y a tout juste 3 mois, la famille d'Arabou, originaire du Maroc, se trouvait à bord de l'Aquarius qui lui a porté secours en Méditerranée. Annelise Borges avait suivi les 630 passagers pendant leur attente interminable qui ont pu finalement débarquer à Valence. Elle a retrouvé Ali, Mariam et Miral qui ont entamé une nouvelle vie à Gandia, au sud de la ville, faute d'avoir obtenu l'asile en France. Nous avons essayé, nous avons eu 2 entretiens avec l'administration française, mais à la fin, elle ne nous a pas acceptés. Nous voulions vraiment aller en France, surtout à cause de la proximité culturelle et de la langue. Quand on a appris la décision de la France, on s'est senti mal. Pour le couple, impossible désormais de revenir au Maroc. L'entretien réalisé pour la demande d'asile de Mariam relate les conditions de vie de sa famille qui vivait dans une grande pauvreté et l'aurait vendue à un trafiquant de drogue. Ces lignes retracent des souvenirs de viol et de contraintes. La jeune femme dit avoir fui lorsqu'elle a fini par obtenir le divorce avant de commencer une nouvelle vie aux côtés d'Ali. Le couple a ensuite décidé de partir en Libye où les violences les ont conduits à emprunter une embarcation de fortune pour traverser la Méditerranée. Tout ce que nous avons fait, c'est pour notre enfant, parce qu'elle n'aurait pas d'avenir en Libye. Si je peux trouver un emploi ici en Espagne, je suis sûr de pouvoir subvenir à leurs besoins et garantir un avenir meilleur à ma fille. Je veux aussi trouver du travail pour offrir à ma fille la chance d'aller à l'école, afin qu'à l'avenir je puisse la voir devenir médecin, avocate ou peut-être journaliste. L'Espagne a voulu envoyer un message de solidarité et a proposé un port sûr à ceux qui, comme Ali et Mariam, ont pris tous les risques pour changer le cours de leur vie. La région de Valence a accueilli à elle seule 150 personnes qui se trouvaient à bord de l'Aquarius. 3 mois après l'arrivée de ces demandeurs d'asile, les autorités espagnoles ne voient pas cette situation comme une crise. Non, l'Espagne n'a pas de problème de migration. Ce qui existe, ce sont des périodes d'afflux d'arrivée. Et cela s'est produit tout au long de l'histoire. Depuis que l'Italie et Malte ont durci leurs lignes à l'égard des migrants, l'Espagne a dû faire face à une hausse significative du nombre de personnes qui rejoignent ses côtes. Pour Madrid, la seule solution reste de trouver une réponse au niveau européen. Penser que la migration est un problème ponctuel ou local est une terrible erreur. Si l'Europe veut continuer à se développer en tant que société, elle devra y faire face et travailler à élaborer une politique migratoire. Les flux migratoires continueront d'exister pour une série de raisons conjoncturelles propres à chaque pays. Les gens continueront à vouloir échapper à la guerre, à la mort et à la faim. Mariam, Ali et Miral ont pu s'extraire de leur sort et aspirent désormais à un avenir meilleur. C'est sur ces notes d'espoir que je m'en vais vous dire au revoir. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Demeurez bénis en Christ Jésus.